à tous, à toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette 12e journée des sciences sociales sur un thème qui est celui de enfanter, natalité, fertilité et politique publique. C'est un thème qui est plutôt gai, après celui de l'an dernier, Un monde en guerre. Un thème gai parce que les enfants, voilà. Et un thème inquiétant quand même, parce qu'en fait, une des motivations de ce thème, c'est la baisse de la fécondité dans le monde. Aujourd'hui, la démographie mondiale ralentit. 2/3 des habitants de la planète vivent dans des pays dont le taux de reproduction est inférieur, dont le taux de fécondité est inférieur au taux de reproduction de la population. Donc l'Europe et la Chine rétrécissent. L'Inde devient le pays le plus peuplé du monde. Et selon les projections de l'INED, alors évidemment les projections sont délicates, mais disons qu'avec les taux de fécondité de 2023, les projections de l'INED, c'est que la population mondiale atteindrait 10 milliards d'habitants à la fin du siècle, mais commencerait une décroissance à partir de 2030, c'est-à-dire que le taux de mortalité dépasserait le taux de natalité. Et donc la population commencerait à décroître. Ce qui est en fait une mutation anthropologique, parce que c'est déjà arrivé que la population décroisse à cause des accidents, à cause des guerres, etc., mais rarement à cause de décisions et de comportements humains volontaires. Donc, vous savez, les modèles évolutionnistes décrivent le vivant, et notamment l'être humain, comme étant mu par la volonté de reproduire et de diffuser ses gènes. Et donc là, on assiste quand même à un changement par rapport à ce modèle, en tout cas, cette représentation de l'être humain. Alors évidemment, il y a beaucoup d'implications de cette transition démographique. D'abord des implications économiques, parce que la démographie est liée à la croissance. Une population, la croissance dépend en partie de la population active, donc de la population jeune. Alors évidemment, il y a des limites, parce que aussi, la croissance dépend aussi de l'innovation, et donc du degré d'éducation de la population. Donc il faut quand même qu'un pays ait les moyens financiers et fiscaux peut-être d'éduquer sa jeunesse, mais sinon, donc on voit qu'il y a un rapport entre la pyramide des âges et puis la croissance. Ensuite, évidemment, la démographie est la condition de l'équilibre entre les générations et notamment du système de retraite, parce qu'il faut que les actifs financent le niveau de vie des inactifs, notamment des retraités. Donc quand la population vieillit, les systèmes de protection sociale sont remis en cause. Bon, on a tous ça en tête en ce moment, hein. Et puis, évidemment, dans l'autre sens, il ne faut pas que la population mondiale qui croît remet en cause la survie de notre modèle de production et puis de la vie sur la planète tout court. Trop nombreux pour la quantité de ressources naturelles disponibles et surtout par rapport à l'émission de CO2 que l'on occasionne. Donc dans ces conditions, est-ce que finalement le ralentissement de la croissance démographique est dû à cela, c'est-à-dire à ces limites, à cette éco-anxiété? Est-ce que c'est pour ça que les gens n'ont plus envie de faire autant d'enfants, voire pas d'enfants du tout, donc pour des raisons d'inquiétude un peu agrégées? Ou est-ce que c'est pour des raisons plus personnelles qui sont liées à la conciliation entre la parentalité et puis le travail? Peut-être que les conditions de travail ont changé et rendent les choses plus difficiles. Peut-être que les femmes jouent un grand rôle dans cette histoire, on le verra dans les différents chapitres, dans les différentes présentations. Est-ce que les femmes, maintenant qu'elles sont éduquées, autonomes, décisionnaires, n'ont plus forcément envie de s'engager dans la parentalité dans n'importe quelle condition? Ça dépend un peu de l'organisation, de la conciliation entre travail et famille, mais aussi de la répartition des rôles entre les deux parents. Est-ce que c'est pour des raisons au contraire culturelles, c'est-à-dire que en fait, il y a une plus grande acceptabilité sociale du fait d'avoir moins d'enfants, voire de ne pas avoir d'enfants. Et donc en fait, ça devient un choix, et peut-être qu'aussi la montée de l'individualisme fait que les gens ont envie de s'épanouir eux-mêmes, certains, plutôt que de s'occuper d'autrui, de leurs propres enfants. Et ces évolutions, est-ce qu'elles sont irréversibles ou est-ce qu'elles sont conjoncturelles? C'est-à-dire, est-ce que la politique publique a des moyens
le cas échéant, hein, au cas où elle voudrait relancer la natalité, est-ce qu'elle a les moyens de stimuler la natalité? Est-ce que ça marche? On connaît les politiques publiques, hein, garde d'enfants, fiscalité, enfin, toutes sortes de soutien à la parentalité. Ou alors est-ce que finalement c'est un changement culturel au long cours, et puis une fois que les gens ont changé d'avis sur la parentalité, c'est très très dur de revenir en arrière, et il y a des chapitres qui suggèrent un peu ça, et on voit que la Chine finalement a suivi ces différents éléments que je viens d'évoquer. Il jalonne un peu l'histoire de la politique familiale qui est tout à fait énergique dans ce pays. C'est-à-dire qu'au début, avec la politique de l'enfant unique, de 1979 à 2015, bon, bah, il s'agit justement de faire en sorte d'avoir une jeunesse pas trop nombreuse, de manière à pouvoir l'éduquer et puis croître. Puis au bout d'un moment, la population vieillit, donc là c'est le contraire, on change complètement de braquet, et il faut, de manière très très volontariste, et même assez... des injonctions assez fortes, encourager très fortement les gens à avoir des enfants, et puis à les éduquer de certaine manière. Donc tout ça, c'est les questions qui se posent et qui sont abordées par les différents chapitres de cet ouvrage, avec différentes approches des sciences sociales. Alors, oui, j'ai pas... Alors d'abord, sur la première partie qui va s'ouvrir, porte sur... questionne le désir d'enfant. Donc d'abord justement cette deuxième transition démographique que l'on connaît aujourd'hui. Bon, la première transition c'était au XIXe siècle. Michael Melki se demande si finalement elle est conduite par une évolution très très lourde des valeurs, cette acceptabilité de plus avoir d'enfants ou d'en avoir moins, sachant que la France a été le premier pays à conduire la première révolution démographique, bien avant les autres, et que on peut, enfin Michael vous expliquera, comment on peut voir que la France a influencé les autres pays, a entraîné d'autres pays dans cette voie, par le biais des migrations internationales. Alors, malgré cette baisse de la fécondité, il y a des gens qui se battent pour avoir des enfants, au contraire, en ayant recours à des techniques d'aide médicale à la procréation, AMP, et puis aussi même à la GPA, la gestation pour autrui. Et ils se heurtent eux aussi parfois à des obstacles. Donc l'aide médicale à la procréation est de plus en plus utilisée par les parents à cause des problèmes d'infertilité dus peut-être à l'environnement, mais aussi au retard des naissances qui rendent la fécondité plus difficile. Mais en fait, les législations sont très variables, et Marie-Caroline Compense nous montrera comment elles varient, et notamment les réglementations sur les limites d'âge jusqu'auxquelles on autorise les femmes à avoir recours à ces techniques, sont variables, suivent un peu la réalité, parfois la précèdent. Enfin, on n'arrive pas, j'ai pas vraiment l'impression, à trouver vraiment une logique unique dans ces législations. Le recours à l'aide médicale à la procréation est aussi réglementé en fonction des gens qui voudraient y avoir recours, et le chapitre de Ren Yoho montre qu'en Chine, il est réservé aux couples hétérosexuels, mais les personnes homosexuelles, évidemment, contournent ces interdictions par des mariages, entre personnes homosexuelles qui se mettent d'accord pour avoir un enfant ensemble, même si leur vie sentimentale est ailleurs. Donc on appelle ça des mariages de fraude, ou des mariages... Enfin, il y a toutes sortes de typologies. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que même dans ces cas-là, finalement, le système patrilocal qui prévaut en Chine s'impose. Et la femme, quand il y en a une, enfin oui, il y en a toujours une, est obligée d'aller vivre dans la famille de son mari officiel. Et là, elle devient relativement soumise à l'autorité de cette belle famille. Et finalement, la vie à laquelle elle est soumise est très très traditionnelle, en dépit de ces organisations assez modernes. Donc, on voit que c'est intéressant parce que ce chapitre, à travers la question de la PMA et de l'homosexualité, révèle en réalité la condition des femmes, je trouve, et des mères. On voit quelqu'un dans ce chapitre qui dit quand on a un enfant, notre vie est finie. Donc ça, c'est assez terrible. Et puis il y a le chapitre de Marie et Trépeuge qui retrace le parcours d'obstacles des parents qui veulent avoir recours à la gestation pour autrui. Alors là, c'est vraiment intéressant, c'est la description de ce marché internationalisé, formalisé, intermédié, contractuel, par lequel des couples infertiles ou homosexuels vont se déplacer, souvent de pays où cette pratique est interdite, vers des pays où elle est autorisée, souvent mais pas toujours des pays plus pauvres, et les questions que ça pose, économiques, juridiques et morales.
et comment les gens s'arrangent avec ça, c'est intéressant. Et puis bon, alors une fois que l'enfant est là, comment la parentalité évolue et comment la parentalité joue. Alors en fait, elle joue ex ante. Elle joue déjà au moment de la conception de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que ça va bien se passer. Et il y a le chapitre de Romain Delès qui montre que il décrit des régimes de parentalité, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc les pays où finalement la première révolution de genre a eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait les femmes et les hommes ont atteint un niveau relativement égal, une certaine égalité sur le marché du travail, en termes d'accès aux emplois, en termes de salaire, etc. Égalité sur le marché du travail. Ok, ça c'est la première révolution de genre, elle est quasiment accomplie, Claudia Goldin l'a montré. Ensuite il y a la question de la deuxième révolution de genre, ce qu'il appelle la deuxième révolution de genre, c'est-à-dire comment ça se passe dans le foyer, comment les rôles se répartissent. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a une sorte de typologie, une sorte de tableau. Alors les pays qui restent traditionnels, dans lesquels aucune révolution n'a eu lieu, ni la première ni la seconde, bah, en fait les rôles sont bien définis, je parle sous ton autorité, si j'ai bien compris. Et donc chacun a son rôle, et bien finalement c'est possible à tenir, et donc la fécondité est quand même pas trop basse. Les pays dans lesquels les deux révolutions ont eu lieu, donc on peut anticiper que ça va bien se passer, on pourra travailler, concilier, on partagera les tâches, etc. Donc ça va bien. Et en fait, les pays dans lesquels ça va moins bien, c'est un peu comme une courbe en U, c'est les pays où la première révolution a eu lieu, donc l'égalité hommes-femmes sur le marché du travail, mais à l'intérieur du foyer, ça ne se passe pas du tout comme ça, et donc finalement, pour les femmes, c'est trop lourd, il y a cette double journée, et finalement, ex ante, elles n'ont pas trop envie d'y aller. Et donc c'est là que la fécondité serait la plus basse, parce que le fait de s'être arrêté au milieu du gué en termes d'égalisation des droits, ça crée ce que Romain Delès appelle un pessimisme parental. Et voilà, maintenant j'ai complètement spoilé ton chapitre. Mais c'est fascinant ce cadre théorique, je trouve. Mais tu auras plein d'exemples. Voilà. Ensuite, encore une fois, en amont, sur la conception, il y a le chapitre de Anne Lambert qui montre que le travail se métamorphose. Il y a de plus en plus de femmes dans le secteur des services qui travaillent avec des horaires atypiques, c'est-à-dire la nuit, avec des horaires irrégulières, etc. Et que ça rend la fécondité plus difficile. Il y a un nombre de fausses couches, des difficultés des grossesses pathologiques, des arrêts, etc. Et que ça aussi, en amont, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir, parce que c'est évidemment pas du tout favorable au fait d'avoir des enfants. D'ailleurs, on voit que finalement, c'est vraiment le premier enfant que ça touche. Une fois que ces femmes-là ont eu des enfants, elles se sont organisées, elles ont peut-être changé un peu de travail, mais c'est vraiment au moment de savoir si on va avoir un enfant ou non que vraiment là, c'est très difficile de passer. Et puis il y a après, bon, une fois que l'enfant est là, le chapitre de Estelle Herbeau qui nous décrit, qui essaye de voir comment en France les rôles paternels et maternels sont distribués, combien de temps les gens passent à s'occuper des enfants notamment. Est-ce que les pères s'impliquent plus? On sait que les pères s'impliquent davantage qu'autrefois. Dans les enquêtes emploi du temps, on voit ça, mais ça reste quand même assez inégal. Et c'est ce que le chapitre semble confirmer. Les pères s'impliquent encore moins en quantité que les mères, et surtout, c'est pas dans les mêmes tâches. En fait, ils aiment bien jouer avec les enfants, enfin, on le sait, et moins pratiquer les tâches répétitives, régulières, les soins, etc. Donc, il y a une spécialisation qui perdure. Voilà. Et puis bon, toujours, troisième temps de cette journée, quand les enfants sont là, cette fois-ci, est-ce que les parents s'occupent bien des enfants, en fait? Alors, le chapitre de Jean-François Mignot montre que la bienveillance parentale, elle est quand même très très inégalement partagée entre les filles et les garçons. On sait qu'il y a une préférence pour les garçons dans de nombreux pays, en Inde, en Chine. Il y a un déséquilibre entre la population féminine et la population masculine, on le voit. On voit aussi un déséquilibre dans les naissances, donc on peut supposer qu'il y a pas mal d'avortements sélectifs. On voit aussi qu'il y a un déséquilibre dans le sexe du dernier enfant qui est né, parce que quand les gens veulent absolument avoir un garçon, ils ont des enfants jusqu'à ce qu'il y ait un garçon qui apparaisse, après ils s'arrêtent. Et donc quand on voit qu'il y a beaucoup plus de garçons parmi les derniers nés que de filles, ça témoigne de cette préférence pour les garçons. Alors dans ces conditions, Jean-François Mignot nous demande mais comment ça se fait qu'en Inde, quand on regarde les adoptions, il y a plus d'adoptions de filles que de garçons? Est-ce qu'en fait les gens préféreraient les filles? Alors il examine toutes les hypothèses possibles pour répondre à cette question, là je ne vais pas trop spoiler, mais à la fin il conclut que non, c'est pas du tout le signe d'une préférence pour les filles, je pense que vous devinez la réponse, mais là je ne vais pas le dire pour une fois.
Et puis après, dans ces conditions, Linda Godmar se demande finalement l'autorité parentale. Est-ce qu'il ne faut pas se réinterroger sur les fondements philosophiques de l'autorité parentale? Est-ce que la bienveillance des parents est toujours là? Et est-ce que leur compétence est toujours là? Finalement, l'autorité parentale, elle est là parce qu'on suppose que les enfants ne sont pas encore assez autonomes pour décider de leur choix et les mettre en œuvre. D'accord, mais les enfants ont quand même une certaine autonomie, et puis cette autonomie, il s'agit de la développer justement, d'y veiller. Donc les parents devraient veiller à développer l'agentivité de leur enfant, et cette autonomie active. L'autrice va jusqu'à proposer que ce devoir soit inscrit dans le Code civil. Alors là, évidemment, ça ouvre la porte à une grosse intervention lourde de l'État dans la vie des familles et des parents, mais après tout, dans le contexte actuel, c'est vrai que ça paraît pas... c'est une question qui se pose. Et d'ailleurs, justement, le dernier chapitre de Manon Laurent montre qu'en Chine, c'est tout à fait le cas. Le gouvernement chinois, qui n'a peur de rien, a déjà émis une loi en 2021 sur la manière dont les parents doivent éduquer scientifiquement leurs enfants, avec des règles. Il y a des formations obligatoires dans les écoles, des cours pour les parents. Comme toujours dans ces pays-là, il y a les familles exemplaires dont les exploits sont affichés. Alors maintenant, c'est plus sur les murs, c'est en ligne. Donc les parents sont vraiment incités à s'occuper eux-mêmes de leurs enfants, sans les confier aux grands-parents, comme c'est souvent la pratique là-bas. À faire en sorte que les enfants travaillent bien à l'école et obtiennent de bons résultats. Les parents sont tenus pour responsables des résultats de leurs enfants, là-bas, vraiment, personnellement. Et j'ai entendu Manon raconter des anecdotes qui montrent vraiment ça, quoi. Les parents ont l'impression que c'est vraiment leur propre travail. Et puis le gouvernement va jusqu'à, toujours dans le souci de l'enfant, va jusqu'à légiférer sur des choses qu'on rêverait de faire, mais qu'on ne peut pas, parce que la concurrence scolaire est devenue tellement forte, c'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet important, que les enfants travaillent énormément, ils prennent des cours privés, ils ont des CV de 10 pages à l'âge de 5 ans, et finalement ça induit un énorme stress, et on sait que dans ces pays, et en Corée du Sud aussi, il y a des suicides d'enfants à cause de cette pression. Alors le gouvernement chinois a interdit les cours privés pour les matières qui sont enseignées à l'école, pour améliorer la santé mentale des enfants. C'est extraordinaire. Et aussi les jeux en ligne, qui sont limités à 1 heure par jour le week-end, avec reconnaissance de la pupille, j'imagine. Donc c'est aussi des questions très importantes, en fait, sur en ce moment le malaise et la santé mentale des enfants. On incrimine beaucoup les smartphones, la vie des réseaux sociaux, etc. Eux, voilà. Donc, jusqu'où est-ce que l'État doit s'impliquer pour réguler toutes ces questions? Donc moi, je m'arrête là, et je laisse la parole maintenant aux auteurs, et vous verrez comment, à l'aide des différents outils des sciences sociales, toutes ces questions, qui sont toutes liées, peuvent être abordées. Je vous remercie.